Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel au sommaire de ce numéro. Au Soudan, la condamnation à mort d'une jeune femme suscite l'indignation. Mariée de force, Noura Hussein Ahmad refusait l'union sexuelle avec son mari. Elle l'a tué après avoir été violée, mais la justice n'a pas retenu la légitime défense. L'avortement peut être bientôt autorisé en Irlande. Le 25 mai prochain, les habitants de ce pays très catholique qui interdit l'IVG sauf en cas de danger pour la mère se prononceront par référendum. Reportage. Enfin en France, le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais l'article sur les viols des mineurs suscite beaucoup de critiques. Au cœur des discussions, la question du consentement. La psychiatre Muriel Salmona nous expliquera pourquoi elle estime que ce texte n'est pas assez protecteur. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle, de Riyad à Khartoum en passant par Santiago du Chili, en bref et en images, avec David Gilbert. Noura Hussein Ahmad a 16 ans le jour de son mariage. Un mariage forcé qui s'achève dans le sang en avril 2017. Noura tue son mari à l'aide d'un couteau alors que celui-ci tente de la violer. Incarcérée depuis, elle vient d'être condamnée à mort par un tribunal soudanais, ce qui déclenche l'indignation des défenseurs des droits de l'homme. De mon point de vue, légalement et socialement, Noura est une victime. Elle paie le prix des mariages d'enfants, qui est un sujet de discorde depuis longtemps. La loi soudanaise autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. Un tiers d'entre eux sont d'ailleurs mariés avant leur majorité. Une vague féministe déferle sur le Chili. Le 12 mai dernier, elles sont des milliers à défiler à Santiago contre les violences faites aux femmes. Plusieurs scandales récents ont déclenché la colère dans une société chilienne traditionnellement machiste. Nous pensons que la violence a franchi la ligne rouge. Heureusement, nous menons un mouvement qui est le produit social de toutes les luttes féministes. Tout est parti des universités au mois d'avril. Un premier cas de harcèlement sexuel par un enseignement non sanctionné dans la ville de Valvidia, puis un second ici à l'université de droit de Santiago. Un mouvement d'occupation des établissements s'est ensuite propagé dans tout le pays. Les étudiantes exigent des règles pour sanctionner le harcèlement. Autre revendication, une plus grande parité au sein du corps professoral et la féminisation de l'enseignement, notamment à travers les problématiques de genre. Une femme saoudienne qui s'installe au volant d'une voiture, une scène encore impensable il y a peu dans le pays, mais qui s'est reproduite des dizaines de fois lors du premier salon automobile de Riyad destiné aux femmes. L'autorisation de conduire pour les femmes doit entrer en application au mois de juin. Les futures candidates au passage du permis brûlent d'impatience. C'est un sentiment incroyable. C'est la deuxième fois de ma vie que je conduis une voiture. Je me sens bien. Non, vraiment, c'est un sentiment incroyable. Mais le plus important, c'est d'avoir du courage et ne pas avoir peur. Je suis contente. C'est un nouveau marché qui s'ouvre en Arabie Saoudite. Avec la future autorisation de conduire pour les femmes, le pays gagnera 9 millions de conductrices potentielles. Le 25 mai prochain, les Irlandais sont invités à se prononcer sur la légalisation de l'avortement. Depuis 35 ans, l'interdiction de l'IVG est inscrite dans la constitution de ce pays très catholique. Les femmes qui veulent y avoir recours doivent se rendre à l'étranger ou encourent 14 ans de prison. Regardez ce reportage. Il y a un peu plus d'un an, cette mère de famille tombe enceinte une seconde fois. Mais rapidement, les médecins détectent sur le fœtus une malformation grave du cerveau. Amy Callahan décide alors d'avorter. Le problème, c'est qu'elle risque 14 ans de prison si elle se fait opérer en Irlande ou si elle se procure des pilules abortives via Internet. On ne peut pas vivre sans cerveau et je pensais que ce serait considéré comme un cas particulier. J'ai été très surprise que ce ne le soit pas. Vraiment surprise. Seul le danger de mort pour la mère ouvre le droit à l'IVG en Irlande. Une exception introduite dans la loi en 2013. Amy prend donc la direction du Royaume-Uni voisin, comme plus de 3000 femmes irlandaises chaque année. Un voyage vers une clinique de Liverpool dont elle a encore du mal à se remettre. Vous avez l'impression d'être une criminelle, de faire quelque chose de mal, et vous vous sentez triste. Nous étions tristes et blessés par tout un pays qui nous voyait comme des criminels. À l'approche du référendum, la parole se libère. Les témoignages comme celui d'Amy se multiplient.
pour inciter les Irlandais à se débarrasser du 8e amendement de la Constitution qui interdit l'avortement depuis 1983. À Dublin, comme dans le reste du pays, la question du scrutin du 25 mai prochain est sur tous les murs et dans toutes les têtes. J'ai appris ma leçon et je sais que ce n'est jamais nécessaire médicalement. L'avortement tue des enfants pas encore nés. Les hommes n'ont pas le droit de réguler, restreindre ou contrôler le droit des femmes à disposer de leur corps et à être soignées. Je crois que la seule personne qui donne la vie et la reprend, c'est Dieu. Nous ne devrions pas être forcés de voyager pour obtenir des soins. Les derniers sondages donnent le oui gagnant à la suppression de l'interdiction. Alors les anti-avortements mobilisent à tour de bras pour tenter de rattraper le retard. De leur côté, les militants de la campagne pro-choix continuent leur porte-à-porte. Car même si la société irlandaise qui a voté pour le mariage homosexuel en 2015 a bien évolué, le poids de l'Église et des traditions est encore bien présent dans le pays. En France, le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Principaux points de ce texte, la création d'une infraction d'outrage sexiste dans les lieux publics, passible de 90 €, la prise en compte du harcèlement numérique en groupe ou encore l'augmentation du délai de prescription de 20 à 30 ans après la majorité pour les crimes sexuels sur des mineurs. Néanmoins, un article suscite énormément de critiques, celui sur le viol des mineurs et un recul du gouvernement qui avait promis d'introduire la notion de non-consentement présumé. Muriel Salmona, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes psychiatre, présidente et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et comme beaucoup de féministes et de défenseurs des droits des enfants, vous estimez que ce projet de loi n'est pas assez protecteur. Et surtout, le problème pour vous, c'est l'article 2 qui donc n'a pas retenu la présomption de non-consentement pour des mineurs, mais évoque un abus de vulnérabilité. Quel est le problème exactement pour vous ? Alors le problème, c'est que nous, ce qu'on voulait, c'était que ne puissent pas se reproduire des situations comme celles que nous avons vues avec des petites filles de 11 ans qui sont considérées en fait par la justice comme consentantes puisqu'on ne prouve pas la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Donc on voulait que vraiment, pour des enfants en dessous de 15 ans, on considère que tout contact sexuel de la part d'un adulte soit considéré comme un viol ou comme une agression sexuelle pour vraiment les protéger et ne pas aller rechercher effectivement un consentement de l'enfant. Ce qui est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays européens. Voilà, dans la plupart des pays européens, il y a effectivement un âge du consentement légal qui est en fait en moyenne autour de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et donc c'était ce qui était prévu et c'est ce qui avait été promis en quelque sorte. Alors si le gouvernement a reculé, c'est parce qu'il dit qu'il y a possibilité d'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? D'abord, il aurait fallu vraiment le savoir. On pouvait aller plus loin. On pouvait essayer de voir avec les sages qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ensuite, l'atteinte sexuelle, déjà, il y a un âge, puisque c'est l'âge butoir qui semble leur poser un problème. Mais c'est déjà le cas avec l'atteinte sexuelle. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas avec le viol et avec l'agression sexuelle. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays. C'est pas anticonstitutionnel dans beaucoup d'autres pays. Et puis, on pouvait aussi possiblement créer un crime spécifique pour les enfants. L'OMS demande expressément que les viols et les agressions sexuelles sur les enfants ne soient pas du tout en fait définis comme pour les adultes, puisque ça n'a rien à voir, puisque l'enfant ne peut pas être présumé a priori consentant à des actes sexuels avec un adulte. Alors ce qui est vrai pour un adulte est certainement encore plus vrai pour un mineur. On se demande souvent pourquoi les victimes de viols ou d'agressions sexuelles ne portent pas plainte. Vous mettez beaucoup en avant la notion de sidération. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'immense majorité des victimes sont sidérées au moment des violences, c'est-à-dire n'ont pas la possibilité de se défendre, de crier. Elles vont se retrouver avec un stress extrême qui va entraîner un mécanisme de sauvegarde du cerveau qui va les dissocier, les déconnecter émotionnellement. Et ensuite, elles vont être dans un état qui les rend totalement incapables de pouvoir agir, de pouvoir porter plainte. Chez les enfants qui ont un cerveau très vulnérable aux violences,
violences les violences sexuelles font partie des violences les plus traumatisantes avec les tortures, ne vont pas pouvoir même accéder au souvenir de l'agression ou du viol, vont présenter des amnésies traumatiques qui peuvent durer des dizaines d'années, tant qu'ils sont confrontés à l'agresseur, qui sont piégés dans une famille. Je rappelle que 94% des viols sont commis par des proches, avec une pression, des menaces, 50% des membres de la famille, donc des violences sexuelles incestueuses, avec des menaces, une loi du silence, avec aussi une dissociation des mécanismes de survie qui sont tout le temps enclenchés, en fait, qui peuvent pas du tout... en fait, les personnes ne peuvent pas se libérer de ces mécanismes-là. C'est pour ça qu'effectivement, on a très peu de plaintes. On a moins de 10% de plaintes. Et c'est pour ça que vous militiez pour l'imprescriptibilité des viols sur mineurs. Et finalement, c'est pas ce qu'a retenu le gouvernement. En 2 mots, c'est un point que vous critiquez également. Oui, alors c'est déjà mieux. 30 ans, c'est mieux que 20 ans après la majorité. Mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que l'argument pour dire on va avoir des difficultés pour en fait prouver les recherches de preuves, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que 70% sont déjà classés, des plaintes sont déjà classées sans suite. Donc déjà, il y a une difficulté à apporter preuve. Donc il faut que ce soit un droit pour la victime de pouvoir dénoncer des crimes qu'elle a subis. Ça me paraît indispensable. Muriel Salmona, merci beaucoup. On suivra évidemment la suite de ce projet de loi qui doit passer au Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile.